Ce sont de très bons indices d'une possible hausse ou baisse sur les marchés. Alors le premier indicateur, c'est le VIX ou le VXO. Donc le VIX, c'est le Volatility Index. Le VXO, lui, c'est le VIX, mais avec plus d'historique. Donc le VIX calcule la volatilité, indique la volatilité sur les marchés. Il est appelé l'indicateur de la peur. Je vais vous montrer dans quelques instants le graphique pour pouvoir comprendre comment l'étudier. Le BDI. Alors le BDI, c'est le Baltic Dry Index. Et en fait, le Baltic Dry Index, il était intéressant à regarder 2008, 2009, 2010 parce qu'en fait, il montre le prix que cela coûte de transporter des matières premières dans le monde. Donc s'il y a énormément de croissance, de commandes et qu'on a une flotte de bateaux, de super tankers dans le monde qui est très demandée, eh bien les prix vont s'envoler. C'était le cas donc jusque 2007-2008, puis ensuite cet indicateur s'est complètement craché et depuis il ne s'est jamais repris, montrant un petit peu l'aspect morne de la situation. J'ai mis problème de calcul parce que justement à cause de ça, étant donné qu'il est resté relativement faible ces derniers temps, il sera un peu moins pertinent désormais. Le BKX, je vais vous montrer aussi un graphique. Le Bund, donc le Bund, c'est un ami trader qui m'a dit de regarder ça attentivement ces dernières périodes, parce que donc, le Bund, les taux allemands se tendent quand il y a de la peur, de l'aversion au risque sur les marchés. Donc c'est un des produits qui a été rajouté à la plateforme FXM il y a peu de temps. Donc quand vous voyez le Bund monter, vous voyez souvent les indices baisser. Donc en plus d'une analyse indicielle, avoir un graphique du Bund et voir si le Bund à un moment va prendre appui sur un support ou casser une résistance et s'envoler, montrant qu'il y a de l'aversion au risque, voilà, ça peut être un outil supplémentaire. De la même manière que l'USD Index ou le FXM USD Index peuvent être utilisés. Donc ces deux-là, Bund et Dollar Index, ce sont des moyens de voir s'il y a de l'aversion ou de l'appétit pour le risque, autre que regarder des indices américains qui sont censés nous démontrer justement cette aversion ou appétit pour le risque, mais vu qu'en ce moment, qu'il y ait aversion ou appétit, ils montent tout droit, ils sont un peu moins pertinents. L'USD Index, c'est le Dollar Index, donc c'est un dollar contre un panier de devises. Le problème de calcul de cet indice, c'est qu'il y a 67% d'euro-dollar dedans. Donc en fait, c'est un panier, le dollar, contre l'euro, la livre, la couronne suédoise, etc. Sauf que l'euro-dollar représente 70% dans le calcul de cet indice. Résultat, vous prenez l'euro-dollar, vous le mettez à l'envers, ça vous donne le dollar index. Donc FXM a créé un autre dollar index où c'est le dollar contre 25% de euros, 25% de livres, 25% de dollars australiens, 25% de yens, et c'est beaucoup plus représentatif de la situation. Donc voilà, ça ce sont des choses qu'on peut utiliser au quotidien. Vous avez des fils sur le forum où on discute de ces différents actifs-là, et donc avec des définitions, des graphiques, etc. Je voulais juste vous en parler, que vous ayez conscience que dans le panel des indicateurs, il y a aussi donc des indicateurs avancés. Alors, le VIX, le voilà. Le VIX, il est communément appelé l'indice de la peur. Donc, en gros, historiquement, sur les 15-20 dernières années, le VIX entre 10 et 15, c'est la zone de complaisance. La volatilité est faible, les indices montent petit à petit, il n'y a pas de hausse de la volatilité, de forte baisse des marchés, on grimpe, on est confiant, toutes les tentatives des vendeurs sont contrées sur les marchés, et donc on a un VIX, la volatilité, qui est très bas. Voilà. Alors, on est à 12,30, on était à 12,30 hier, et en fait, la zone des 10-15, comme ça, est une zone historiquement basse. Le VIX peut être un des moyens de se couvrir sur les marchés. C'est-à-dire, vous vous dites, je suis acheteur d'indices ou je suis acheteur d'euros, sachant qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose, certes, mais pour l'instant, c'est haussier, donc j'achète, mais je peux me couvrir sur les marchés en achetant des options, des produits sur la hausse du VIX. Comme ça, si à tout moment il y a une mauvaise nouvelle, il y a le marché qui décroche, qui fait moins 5%, la volatilité s'envole et le VIX monte et vous faites des gains qui viennent couvrir les pertes encaissées sur actifs ou autres indices qui montent. Donc le VIX, notez en fait la moyenne mobile à 200 semaines qui est en rouge ici sur le graphique, qui a bloqué en fait les deux dernières attaques haussières. Donc vous voyez, cette moyenne mobile à 200 semaines est autour des 21, 20. Juste au-dessus, on a le précédent top à 22,6, 23.
Donc dans les séances à venir, à tout moment, vous avez une fois par jour un petit coup d'œil sur le VIX. Si vous voyez le VIX sortir par le haut de la boîte verte et casser les 21, 23 et s'envoler au-dessus des mêmes 200, c'est qu'il peut se passer quelque chose. Si ça se fait, ça, il y a une augmentation de la volatilité sur les marchés. Qui dit augmentation de la volatilité dit augmentation des stops et abaisser le levier. Si d'habitude vous tradez à 10 € le point, eh bien vous ne tradez plus qu'à 5 € le point, et plutôt que de trader avec des stops à 20 points, vous les mettez à 40, parce qu'il y a une augmentation de la volatilité et de la tension sur les marchés. Si vous voyez le VIX qui monte au-dessus de 30 en direction des 40, c'est qu'on est dans une des corrections potentielles, comme on l'a eu sur ces 2-3 dernières années. Et en 2008, quand le VIX a cassé les 40 et qu'il est monté à 80, si vous voyez un VIX qui dépasse 40, vous fermez la plateforme avec des shorts en portefeuille et puis vous la rouvrez 2 mois plus tard. On sait que le marché actuel, notamment sur le CAC 40 avec une prépondérance en bancaire, les bancaires sont très importantes sur les marchés indices actions. Donc il y a un indice des bancaires, donc ça c'est un membre du site des Libourses, Philippe Illus, que je disais depuis des années qui utilisait cela, les divergences sur l'indice de bancaire de la Fed de Philadelphie, donc là on voit bien une tendance haussière, on voit bien un point bas marqué à court terme, on voit un rebond, les récents plus hauts. Donc ça peut être intéressant d'étudier le secteur bancaire dans sa globalité, d'étudier cet indice des bancaires et de définir des seuils de vente intéressants ou des supports intéressants sous lesquels donc justement il y aurait retournement du marché bancaire et donc retournement indiciel potentiel. Donc ça c'est le BKX. Donc j'ai pas fait tous les autres indicateurs dont je vous ai parlé puisque je dois parler de beaucoup de choses. Les indicateurs de positionnement, c'est pour savoir où sont les pros, où sont les particuliers, sur quel produit et en quel pourcentage. Le ratio put-call, j'en ai déjà parlé sur le forum, c'est la manière de voir si on a par exemple des indices qui montent et des acheteurs sur indices, mais par exemple une forte augmentation des puts. Alors call, put, c'est le marché option, call c'est être acheteur, put c'est être vendeur. Quand il y a des achats de put, eh bien, ça veut dire que les opérateurs, tout en achetant de l'indice, achètent des puts pour se couvrir. Comme ça, si à tout moment ça tombe, eh bien, ils récupèrent sur ces produits-là. Donc, c'est les produits de couverture des professionnels. Ensuite, on a le quote, le commitment of traders. Le problème, c'est que, donc ça, c'est les positions des professionnels sur les marchés, notamment sur les devises. Le problème de ce rapport-là, c'est qu'il sort une fois par semaine. Donc, il est difficile de l'utiliser au quotidien, au journalier, et de voir un changement radical de ces positions-là rapidement. C'est là où on utilise, nous, le SSI. Donc le SSI, qui est un indicateur très pertinent, c'est un indicateur qui s'appelle le Speculative Sentiment Index, qui a été créé par FXCM. C'est un indicateur qui est disponible 2 fois par jour sur des DFX, vers 13h30 et 17h30. Donc, on sait tous que les particuliers sont majoritairement perdants en bourse. Après, les raisons, on en a parlé dans beaucoup de webinaires ou dans d'autres conférences, c'est des questions de rigueur, de money management et autres. Donc, on va étudier les positions des 200 000 clients FXCM, sachant qu'on est le leader d'échange, c'est le panier le plus représentatif qu'on puisse trouver. On va regarder sur l'euro-dollar, on a combien de traders? On a 100 000 traders, on a 65% des traders particuliers qui sont à la vente, on a 35% des traders qui sont à l'achat, et donc le marché va potentiellement grimper. Il ira dans le sens de la minorité. Le SSI, il faut savoir qu'il est peu pertinent autour de 50%. Quand on a un SSI acheteur à 53%, on ne peut pas dire que les acheteurs soient fortement majoritaires. Donc, c'est plutôt un SSI entre 60 et 80% qui va être exploitable. Ces dernières séances, l'euro-dollar a fait un point bas. On était autour de 50% d'acheteurs, 50% de vendeurs. Et puis d'un coup, l'euro-dollar s'est mis à monter. Et plus il est monté, plus on a étudié un SSI vendeur, plus les particuliers passaient à la vente, et donc plus je suis passé à l'achat. Ça, on vous l'explique au quotidien, et on vous le montre. Et on voit que le SSI est passé à 58, à 62, à 65% de vendeurs, et donc on a continué d'acheter jusqu'à un moment où on va arriver sur une résistance intéressante et où là,
on prendra potentiellement des gains sur les achats, voire on repassera dans l'autre sens. Alors il y a des cas particuliers sur le SSI. Il y a 6 mois, il y avait un cas particulier très intéressant, c'est l'euro-CHF. Donc l'euro-CHF, Olivier en a parlé, le concept c'est qu'il y a un floor ou un peg. C'est un niveau de prix défini par la Banque centrale. Donc l'euro contre le franc suisse est censé fluctuer naturellement, librement, mais la Banque centrale a dit nous, on ne veut pas que ça aille sous un 20. Donc à chaque fois qu'on sera sur un 20, on va se positionner à l'achat, cette paire n'ira pas dessous. Parce que cette paire était baissière et parce que cette paire était vouée à baissier fondamentalement, on avait 90% d'acheteurs sur l'euro CHF. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien l'euro CHF est passé de 1,20 à 1,24 à 1,25. Il est monté malgré tout. Donc la majorité était acheteuse et c'est parti à la hausse. C'est parti à la hausse car donc la BNS était en soutien et c'est là un cas particulier. Je pense aussi qu'avec l'ensemble de l'équipe américaine d'EIFX et l'ensemble de l'équipe française strong buy, c'est-à-dire fortement acheteur de cette paire-là, puisqu'on jouait le floor euro-CHF, ça a dû fausser un peu le SSI parce que bon, on était tous foncièrement acheteurs sur ce scénario. Et à noter, donc, concernant le SSI, très important, c'est un indicateur pas pour de l'intraday. Je sais qu'il y a des brokers qui sortent les chiffres intraday de leur position de clients. Encore une fois, c'est sur des petits paniers de 10 000, 20 000 clients, voire moins. Je vous conseille d'utiliser un SSI le plus pertinent possible et de le prendre pour du swing trading, voire du moyen terme. C'est généralement sur plusieurs séances et pas juste de vous dire oh là, hier il y avait 59% d'acheteurs, là il n'y en a plus que 52%, on a un gros changement sur le SSI à ce moment-là. Alors, concernant les indicateurs techniques, non, nous ne ferons pas 1 heure de conférence sur un indicateur magique puisque nous n'en avons pas. Sachez que trop d'indicateurs tuent l'indicateur. Quand on a tendance à débuter, on met des graphiques, on met 1, 2, 3, 4, voire 5 indicateurs sous les graphiques, ça ne sert absolument à rien. Il y a des personnes qui ont leurs indicateurs, qui ont des préférences, qui ont des sensibilités, qui vont choisir un indicateur, qui vont un petit peu l'optimiser. Ça, je suis complètement d'accord. Alors, vous allez utiliser des indicateurs bornés, des oscillateurs. Ça, c'est un petit peu, donc, comme je vous le disais, une question de sensibilité. Tant que l'indicateur est pertinent et que vous l'utilisez à bon escient, tout va bien. On utilise avec LN peu d'indicateurs, comme vous avez pu le voir dans nos émissions, mais de temps à autre, on les sort, justement, pour chercher justement cette notion de bonus, d'indice, d'indicateur, hein, c'est dans son nom. Mais sachez que jamais je n'irai prendre une position sur un indicateur. C'est un petit plus dans mon cheminement décisionnel. Mes indicateurs préférés, ce sont des indicateurs qui sont tous présents de base sur la plateforme. Les pivots, et c'est pour ça que j'ai invité donc Jean-Étienne Lenné qui fera la partie suivante à nous expliquer bien le fonctionnement des pivots et comment on peut les utiliser notamment en intraday sur indice et Eurodoll. Le RSI, mais alors le RSI pas en mode le RSI passe sous 30 donc on est survendu donc j'achète les yeux fermés, ou on dépasse 70 je l'achète, je vends parce qu'on est suracheté. Hein. Un RSI, ça peut rester longtemps en survente, longtemps en surachat. Hein. Sur le CAC en 2008, quand on passe de 4500 points à 2400 points, le RSI journalier, vous inquiétez pas qu'il est allé jusque 12. Hein. C'est la même chose sur l'USD ouais. Depuis 2 mois. Oui, si on se met à shorter de l'USD parce qu'on a un RSI à 70, au contraire, ça nous montre la puissance du mouvement, la présence des acheteurs. Donc, RSI stochastique, ça c'est des indicateurs que je vais plutôt utiliser sur des seuils historiques pour venir renforcer un avis que j'ai sur tel ou tel actif. J'aime bien aussi les Fibonacci. Les Fibonacci, ça marche très bien sur les mouvements impulsifs intraday, c'est-à-dire il y a une statistique qui sort, on prend 100 points d'un coup, on utilise les ratios de Fibonacci pour les retracements, notamment les 50% pour moi sont les plus importants. Et puis l'ATR ou les bandes de Bollinger concernant la volatilité. Donc le RSI, j'aime bien quand Adayan étudie divergence, lui le fait et puis quand il en a une, je fais bien attention à ne pas être à l'inverse de lui parce qu'effectivement les divergences fonctionnent très bien, il vous le montrera après. Moi quand je regarde le RSI, j'aime bien le regarder sur des niveaux hebdomadaires ou mensuels.
Et ça me donne, encore une fois, une indication. Donc vous voyez le RSI sur l'euro-dollar sur les 10 dernières années, on est en mensuel. Le RSI est venu à 33 une première fois, il est revenu à 33 une seconde fois, alors que l'euro-dollar se faisait peur, donc en fin 2009, aux alentours des 1,20. D'ailleurs, on peut noter une divergence avec des cours qui font un plus bas et l'indicateur qui fait son double bottom, non? Légère. Mais ce qui est important, si vous voulez, pour moi, c'est de noter cette zone. C'est de renforcer mon avis selon lequel on arrive, donc quand on était en 2011, une troisième fois, en 2012, une troisième fois sur ces 1,20, et qu'on a un indicateur RSI qui lui-même revient sur ses niveaux historiques. Ça me met juste la puce à l'oreille et ça me dit surveille-le, il peut se passer quelque chose dans cette zone de prix-là. C'est pareil sur la stochastique, des fois elle arrive, donc elle est bornée entre 0 et 100, des fois elle va arriver à 95, 97, on se dit bon, là il peut y avoir stabilisation ou retournement de la stochastique. Là on a un graphique par exemple du SP500 où on voit que les indicateurs sont tendus à fond. Par contre la stochastique c'est un indicateur où il vaut mieux attendre qu'il se retourne et qu'il croise à la baisse. Et donc là c'est encore une fois juste une information de me dire on a des indicateurs en journalier qui sont surachetés, on a des indicateurs de moyen terme qui sont relativement hauts, je vais donc surveiller. L'indicateur ne me dit pas rentre à tel ou tel endroit, il me dit attention, là c'est une zone intéressante. Alors, autre petit plus, c'est les bandes de Bollinger qui permettent de regarder donc quelle est la volatilité sur un actif, la dynamique sur un actif. Je vous ai entouré un petit rond, c'était il y a à peu près 10 jours, donc sur l'argent. Donc j'ai utilisé deux choses. Un, les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger s'étaient complètement rétractées, matérialisant une volatilité très faible, une indécision, un attentisme, mais généralement quand elles sont contractées de la sorte, je dis les cours sont dans les starting blocks. Pour en plus renforcer mon avis selon lequel on allait rapidement décaler soit à la hausse, soit à la baisse, j'ai regardé l'ATR en données journalières et hebdomadaires et on se rend compte que l'ATR, donc, qui nous mesure aussi également la volatilité, était à ses plus bas de 2010. Donc ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas eu un ATR aussi bas, et donc une réaction potentielle sur cet actif. Donc après, on utilisait juste la notion de range, les cours étaient coincés entre 28, 30 et 29. On sait qu'il va y avoir décalage de la volatilité, hausse de la volatilité, et donc hausse ou baisse violente des prix. Et donc on voit bien qu'en shortant, donc en jouant la baisse tout simplement de ce range par le bas, on pouvait rapidement prendre une centaine de points. Ensuite, vous avez l'indicateur Fibonacci. Donc Fibonacci, soit vous en servez à long terme, soit vous en servez à très court terme. J'ai tendance à dire que plus les unités de temps sont longues, plus c'est pertinent. Là, j'étais juste tombé sur cet exemple-là de la propreté graphique germanique. C'est le DAX. Donc l'indice allemand en données mensuelles. Donc on voit que lors de la crise de la bulle Internet, on est passé de 8000 à 2000 sur cet indice-là, et qu'en mettant les retracements de Fibonacci, donc qui sont des retracements à 23,6, 38,2, 50 et 61,8%, donc on voit que ces seuils sont possiblement des soutiens. Donc vous voyez, vous avez un mouvement qui fait 8000, 2000, une remontée, et ensuite quand les cours baissent, vous vous dites tiens, je vais étudier la carte, la bande de fluctuation 2000, 8000 et voir où se trouvent les niveaux de Fibonacci. Et en fait, quand on a fait un point bas en 2009 et qu'on a commencé à repartir, eh bien vous voyez qu'à chaque fois que les cours sont venus au fur et à mesure chercher un seuil, ils sont venus chercher respectivement les 23,6, 38,2, 50%, 61,8% de la vague baissière première. Un autre exemple, c'est le Fibonacci à court terme. Ça, c'est un mouvement sur l'euro-dollar d'il y a quelques semaines. Et donc, on a un mouvement baissier entre 1,34 et 1,3140, mouvement baissier rapide, violent. On a une base qui se forme sur ce seuil et les cours qui recommencent à repartir à la hausse. On se dit, tiens, on est dans une tendance baissière. Je vais étudier la vague baissière précédente, mettre mes retracements de Fibonacci et voir autour. Alors, dans ces cas-là, moi, c'est 50%, et uniquement. Et j'utilise les 50%. Je vois 52% était à 32,88. On avait une zone horizontale à 33. Donc, ça me donnait un point clé à surveiller.
Donc là, c'était un 32,80-33. On y est monté pour mieux rebaisser, puisque les marchés, quand ils sont baissiers, ont toujours besoin de respirer et remontent de temps à autre. Et donc le Fibonacci ici nous aidait à déterminer une zone de prix qui se confondait avec en plus une résistance antérieure. Et on peut utiliser l'effet de balançoire. L'effet de balançoire qui en fait est un principe où on va prendre la première vague baissière, noter le rebond en cours, reporter la première vague baissière au point haut potentiel que l'on a fait par la suite. Et donc on voit bien cette régularité, cette géométrie, ce respect des proportions sur les marchés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à Adrian, qui va donc vous parler des divergences et FX code base. Encore une fois, tout ça, ce sont des indicateurs, des notions que l'on prend au quotidien, soit sur le forum, soit pendant les émissions. Et puis, je repasse te chercher à 11h, et puis à 11h, on se fera une petite pause. Par contre, je vous préviens tout de suite, étant donné qu'on est timé, 11h, on se fait une pause, c'est 10 minutes, et puis on est reparti pour la partie sur les pivots. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je vais faire ma partie donc, sur les divergences, notamment en me basant sur le RSI, donc les divergences du RSI. Petit rappel, qu'est-ce que c'est le RSI? C'est un indicateur technique que Nicolas vient de vous montrer. Les divergences, c'est une stratégie un peu différente, dans le sens où ça ne nous montre pas juste la direction du marché, parce que le RSI, ça nous montre à la fois la direction du marché, les prix qui montent, le RSI qui monte, mais aussi, et beaucoup plus important, c'est cet élément des informations concernant le momentum du marché. Et c'est là où cette stratégie basée sur les divergences se joue. Donc, vous voyez un graphique ici, en haut, c'est de la paire CHF GPY, excuse-moi. Donc c'est le franc suisse contre le yen. Ça c'était l'année dernière. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une divergence, eh bien vous remarquez sur le graphique juste que donc c'était en mars déjà. Donc le cours ici dans la zone que j'ai mise sur le graphique, eh bien là, vous voyez un sommet, un premier sommet, et puis un deuxième sommet qui est plus haut. Par contre le RSI, lui, fait un deuxième sommet qui est plus bas. Donc ça c'est la divergence. En fait, vous avez les prix qui se tendent vers le haut, et puis le RSI qui baisse en fait, et qui n'arrive pas à casser ses anciens plus hauts. Ça vous montre en fait, psychologiquement, sur le marché, on était dans une tendance haussière, et puis tout d'un coup, en fait, les pressions acheteuses s'essoufflent. Donc il n'y a plus de momentum pour pousser les cours plus haut, il n'y a plus de momentum, et à un moment donné, le marché va s'inverser et on va entrer dans une tendance baissière. Donc ça c'est le cas d'une divergence baissière où vous êtes sur un sommet potentiel, le RSI marque un deuxième sommet plus bas que le premier, et vous avez par la suite bien, un retournement. Et donc c'est pour cette raison que ces divergences sont très très intéressantes à jouer, à la hausse comme à la baisse. Donc la même paire, quelques mois plus tard, vous voyez, ça s'appelle une divergence haussière. Et donc c'est exactement l'inverse que la divergence baissière. Vous avez un premier ici à 79-70 ici, un premier creux. On monte, on baisse, on fait un deuxième creux plus bas. Par contre le RSI, lui, il marque un deuxième creux plus haut que le premier. Donc ça c'est la divergence. C'est la stratégie pour moi. Quand je regarde tous les indicateurs techniques, en fait, la plupart vous montrent la tendance déjà, vous voyez ça déjà avec les prix. Ça vous montre peut-être les indicateurs qui vous montrent en fait des supports et résistances. Je ne trouve pas cela très très intéressant dans le sens où ça se voit déjà sur les graphiques des prix. Par contre, les divergences, cela ne se voit pas du tout sur les graphiques, enfin sur les prix. Ça ne se voit qu'avec un indicateur technique comme le RSI, également le MACD et d'autres indicateurs comme le CCI par exemple. Donc moi je me sers du RSI uniquement parce que c'est l'indicateur le plus connu, le plus utilisé sur les marchés, c'est peut-être le plus facile à comprendre, et de toute façon quand vous avez une divergence du RSI, la plupart du temps vous pouvez trouver des divergences sur d'autres indicateurs.
là ici, en fait, je vais vous proposer, enfin, je vais vous montrer juste l'utilité de cette divergence et comment trader selon enfin, cet élément technique. Je vais vous montrer 3 trades que moi-même j'ai proposés sur notre site à partir du mois d'octobre. Donc le premier, c'est sur l'or. Si vous vous rappelez, en fait, j'avais vendu l'or tout en haut à 1792. Pourquoi? C'est parce que on avait, donc déjà en été 2012, on avait une forte appréciation de l'or avec le QE3, enfin les anticipations vis-à-vis du QE3. Le QE3, il a été annoncé, là vous voyez le premier cercle bleu, ça c'était l'annonce du QE3. On a perdu quelques dollars sur l'or, on est remonté, on a fait de nouveau plus haut, et là vous remarquez en fait, tout simplement c'est un range, on était sous une résistance historique, et c'est là où j'ai regardé le RSI, je me suis dit, ok, on arrive sous une résistance, ça peut casser, on peut aller plus haut, on peut revenir à 1900, comme en 2011, mais s'il y a quelque chose, un élément qui me dit que là, on est au bout de cette tendance haussière, je pourrais alors tenter peut-être une vente spéculative. C'est en effet ce que j'avais fait en fait, et il y en avait sur notre site qui m'ont suivi, et derrière, en fait, on voit le résultat. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on était à 1792, cette zone-là? Eh bien, le marché était toujours haussier. On parlait toujours, en fait, d'un retour vers les 1900. Il y avait pas mal de traders qui pensaient que l'or allait casser la résistance pour aller plus haut. J'étais d'accord. Je me disais que oui, c'est une possibilité. Dans ce cas-là, on achète. Pas de souci. Mais le jour où j'ai vu la divergence, le jour où je vois qu'en fait la hausse se ralentit, on a du mal, on teste la résistance, là vous allez avoir en fait le vrai retournement sur le marché qui commence à baisser, toujours haussier, c'est toujours haussier, et puis au bout d'un moment, ça va partir à la baisse. Et c'est en effet ce qui s'est passé, et vous voyez le résultat. Donc ça c'est l'intérêt des divergences, c'est d'entrer avant que la nouvelle tendance prenne forme. Comme ça, parce que moi-même j'ai du mal des fois à faire le suivi de tendance, de choisir le bon timing, et si vous êtes là-dedans en haut, et puis le marché, quand il se retourne, déjà au début, il se retourne très très vite, vous êtes là-dedans, vous ne faites plus rien, et puis vous laissez courir les gars. Malheureusement, pour moi, le concernant, en fait, j'avais abaissé mes stops sur ce trade-là, on avait une forte chute, je me suis dit, là ça va continuer, là où vous voyez le premier creux, c'était en novembre, j'avais abaissé mes stops, enfin mon stop en gain, et puis j'étais sorti sur le rebond qui a été plus conséquent que je n'avais anticipé, malheureusement. Mais bon, c'est un gain, c'est un gain. Deuxième trade, alors cette fois-ci c'est un trade, je vais vous montrer un trade qui n'a pas réussi. Et pourtant, j'avais 2 ventes sur le Palladium en janvier. J'ai débouclé les 2 ventes sans perte parce qu'on avait une invalidation de cette divergence baissière. Alors, donc vous remarquez en fait la zone bleue. On était sous les plus hauts de 2012, tout simplement, en janvier, c'était en janvier. Le Palladium, je regardais, je me disais peut-être il y a une divergence. Vous voyez la divergence, la première ligne noire sur le RSI, et j'ai pris une vente parce que je sentais que ça pouvait se confirmer. On a perdu, je crois, aux alentours de 3%. Je me suis dit, génial, c'est parfait, la divergence se confirme, je monte mon stop au prix d'entrée, plus de risque, et puis maintenant, je vais tenter peut-être en renfort. Et c'est là où, finalement, quand on a fait donc, le creux là, vous voyez, et finalement on est monté, eh bien mes stops ont sauté, le renfort sauté en perte, et la première position j'avais remonté en gain, de telle sorte que globalement je ne courais aucun risque. Pourquoi je ne vendais plus quand on remontait et que quand mes stops ont sauté? C'est tout simplement parce que le RSI en fait il est remonté au-dessus de 50, donc le niveau où
Pour ceux qui traitent avec le RSI, vous savez que le 50, en dessous on est baissier, au-dessus on est haussier. Et bien ça, quand on remonte au-dessus de 50, c'est une première indication que la divergence pourrait ne pas être confirmée déjà. Et puis quand vous cassez